Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Heal the World. Je suis Barbara Bazinski, votre hôtesse, et aujourd'hui je vous reçois pour un épisode partagé. Je suis très heureuse de recevoir Elsa dos Santos. Bonjour Elsa. Bonjour Barbara. Bienvenue Elsa pour introduire notre rencontre. Ça fait quelques semaines que je te connais maintenant par l'intermédiaire de deux axes. Le premier, c'est Angéline Querelle, Angéline, mon amie, qui me propose de vous rejoindre à Osez-vous, le café entrepreneurial qui est basé sur Valence. À l'époque, je sens un appel, une résonance avec cet espace que vous offrez. Je te découvre, je te capte. À ce moment-là, tu introduis l'espace dans lequel nous allons passer un temps, et j'ai tout mon corps qui se met à frissonner quand tu parles, quand tu t'exprimes et quand tu racontes une partie de ton parcours. Tu as un parcours d'infirmière, mais aussi d'aidante. J'avais vraiment à cœur de te proposer un espace pour raconter ton histoire et pour permettre de déposer peut-être ce que tu as vécu et les apprentissages. Ce que je te propose, Elsa, si tu veux bien, c'est de prendre un temps pour nous raconter qui tu es, te présenter, et cet exercice ô combien intéressant pour moi, mais parfois très déstabilisant pour mes invités. C'est vrai. Donc oui, moi c'est Elsa, j'ai 30 ans. Je suis maman de 2 petites filles, une de 6 ans et demi et une de 15 mois. Je suis mariée depuis quelques mois avec le papa de ma deuxième, dont je suis l'aidante aussi effectivement depuis 3 ans et demi maintenant. Déjà, on peut capter c'est à quel point la vie, t'habite et à quel point tu es rayonnante pour ceux qui verront, cet épisode en vidéo et effectivement, je pense que je peux nommer ça, mais dans nos parcours, donc toutes les 2, on est infirmières, j'allais dire à la base, alors on n'est pas ça à la base, mais en tout cas, c'est la casquette que l'on a prise et la vocation que l'on a choisie pendant un temps, avec un moment de rupture, avec une expérience de vie qui nous a marqués. Et moi, on partage pas la même expérience, mais j'aimerais bien du coup, si tu es d'accord, que tu nous partages ce parcours. Donc oui, en effet, je suis infirmière depuis 2017. Donc j'ai exercé pendant 8 ans, d'abord à l'hôpital pendant quelques mois et ensuite à domicile. Et pendant ce temps-là, on a traversé, déjà des crises sanitaires, tout ça, c'était déjà assez bien sympathique en tant que soignant. Et déjà, j'ai commencé à sentir que, le système de santé commençait à changer, on va dire. Je m'y retrouvais de moins en moins. On nous demandait de plus en plus d'être, rentable, plutôt que de penser à l'humain. J'avoue que ça m'a éloignée un peu de mes valeurs. Donc déjà, depuis ces dernières années, bon, et j'aimais toujours mon métier, hein, parce que j'aime profondément, prendre, soin des autres, hein, comme tu l'as dit, c'est une vocation. On devient pas infirmier, ou soignant, pour rien. Et puis dans ces remises en question-là, en décembre 2022, mon conjoint a fait un AVC massif dans une nuit, sans prévenir, comme ça. Le pronostic vital était bien engagé. Il a été opéré, heu, il est tombé dans le coma. On va dire que les 2 issues qu'on nous donnait, c'était soit le décès, dans les heures qui suivaient, soit un état végétatif chronique. C'était assez sombre. Il y avait pas beaucoup de lumière à ce moment-là. En plus, en tant qu'infirmière, je savais, hein, quand j'ai vu les imageries, je savais que ça allait être compliqué. Mais il y a quand même cette part de moi, je suis on me dit toujours que ce qui m'a caractérise, c'est que je suis super joviale, j'ai le sourire facile, je vois tout en positif. Donc dans ce moment-là quand même, je me suis dit: «Il faut trouver cette petite clarté qu'on voit pas beaucoup là, mais il faut aller la trouver». Et je me suis dit qu'il allait y arriver, qu'on allait y arriver. Il fallait pas que moi je perde espoir parce que si moi aussi je perdais espoir, ça allait être compliqué. Donc j'y ai cru, et j'ai bien fait parce qu'il est toujours là et ce n'est pas un état végétatif chronique. Il a battu les pronostics. Ça a marqué un sacré tournant quand même dans notre vie, cette fin 2022 a été, assez, assez hard. Donc déjà à l'époque, ce que j'entends, c'est la brutalité de ce qui vous tombe dessus à l'un et à l'autre parce qu'effectivement, c'est pas prémédité. Enfin, je veux dire, il y a à aucun moment ça s'est annoncé, et ça vous tombe littéralement dessus et à ce moment-là, ce qui reste, c'est, de s'accrocher à quelque chose, de croire, je crois, à quelque chose. En fait, à ce moment-là, moi, ce que je peux imaginer, c'est tu te retrouves dans un état dans lequel tu es à la fois la compagne, à la fois la mère de ton enfant, qui est aussi là, à la fois professionnelle de santé et infirmière.
et à la fois une femme au milieu de tout ça. Quelle place, prennent ces différentes facettes et quelle est ta posture, à ce moment-là? La maman a forcément cherché tout de suite à protéger ma fille. Ma fille avait 3 ans à ce moment-là. C'est son beau-père, mais elle y tient énormément et puis c'est ma petite éponge. Ma fille, c'est ma mini moi. Elle prend tout. Donc je savais qu'il fallait que je la protège un minimum. Une de mes premières réactions, ça a été, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il faudra être forte pour elle. Il y a pas le choix, c'est comme ça. Je peux pas m'effondrer parce que je peux pas lui faire ça. Donc quoi qu'il arrive, on y va. Et on va dire qu'il y a eu, un flottement de quelques jours, quelques semaines peut-être, où, je sais pas quelle partie de moi a prédominé. J'ai un peu été en pilotage automatique, pour tout dire. La compagne, bien évidemment, je ne pouvais pas communiquer, directement de toute façon avec mon compagnon à ce moment-là, hein, c'est comme ça. La professionnelle, elle m'a pas quittée parce que je pense que d'un côté, c'est ce qui m'a fait tenir. Déjà, je savais plus ou moins où on allait, même si, enfin s'il survivait en tout cas, je savais où on allait aller plus ou moins, avec un peu plus de chance ou un peu moins. Dans mon quotidien d'infirmière, j'accompagne, donc j'étais à domicile et j'accompagnais tous les jours, des personnes, avec leurs aidants. Donc ça faisait déjà plusieurs années que j'étais dans cette posture-là et là, du coup, je me suis retrouvée, à la fois à continuer à être leur infirmière, avec ce côté-là et de l'autre côté, à vivre au final un peu la même chose qu'eux. Surtout que dans les semaines, qui a suivi, je sais pas si c'est un si c'est que la vie avait décidé d'être vraiment terrible à ce moment-là ou pas. Mais j'ai jamais eu autant de demandes d'entrée dans mon service pour des patients en post-AVC, avec des séquelles, enfin hémiplégie du même côté, tout ça, enfin voilà, qui faisaient très écho. Et j'en avais jamais eu autant que là, les quelques semaines qui ont suivi. Et en fait, j'ai pris le parti de ne pas m'arrêter à ce moment-là, de continuer parce que de toute façon, je ne pouvais pas, passer mes journées avec. Parce qu'il était du coup en réanimation. J'avais le droit qu'à une visite, d'une personne par jour et bah, évidemment il y avait la famille, tout ça donc c'était pas moi tous les jours et puis du coup il était, pas, il était à 1 heure de chez moi. Moi, bah, j'avais ma fille aussi donc je pouvais pas délaisser ma fille non plus pour, passer, tout mon temps à l'hôpital. Donc en fait, je me suis dit: «Bah, le boulot, on va le garder parce que ça va être ma stabilité, en fait. Ça va être ma stabilité pendant cette période de flottement où je sais pas trop qui j'étais ou ça». Donc tous les jours, j'ai gardé les mêmes habitudes, déposer ma fille, à telle heure, aller au travail, faire ma journée de travail, mis à part du coup la journée qui était la mienne dans la semaine pour aller le voir, bien entendu. Mais sinon, ouais, je pense que j'ai fonctionné un peu en pilote automatique. Donc te dire, qui a a prédominé, je pense que alors la femme non, clairement, pas à cette période-là, hein. Mais je pense que, la maman, évidemment, la compagne, mais aussi la professionnelle, je pense que les 3 elles ont été un peu, mon socle. Mais, ces 3 parties-là ont été les plus importantes. La femme, non, bah, évidemment, dans ce moment-là, elle était plus la priorité. J'aimerais bien que tu verbalises ou tu mettes des mots sur la définition pour toi de l'aidant. C'est quoi son rôle? Pour moi, l'aidant, c'est celui qui soutient. C'est celui qui soutient, ce qui perd des capacités. Hem, c'est celui qui tient le tout à bout de bras. C'est souvent celui qu'on oublie parce que quand une personne devient malade ou porteuse de handicap du jour au lendemain, c'est souvent vers elle qu'on se retourne et c'est normal, hein, de savoir comment ça va, de savoir comment la rééducation ou les traitements se passent et cetera. L'aidant, c'est celui qui est dans l'ombre. C'est celui qui accompagne, tout le temps, partout, qui prévoit tous les rendez-vous, qui participe à tout, et qui fait aussi, la rééducation à la maison pour ma part. Mais c'est souvent celui qui est dans l'ombre parce que, bah, parce qu'à ce moment-là, c'est pas l'aidant n'est jamais la priorité, en fait. Et ça, je l'avais déjà remarqué, quand je travaillais auprès d'eux. Et d'ailleurs, je me mettais un point d'honneur et avec mon équipe d'ailleurs aussi, à ne jamais, les mettre de côté, à toujours essayer de voir, heu, au niveau psychologique comment allaient les dents, si, on se sentait, un peu flancher ou pas. Parce qu'on savait que c'était hyper important et c'est vrai que quand je suis passée de l'autre côté, je me suis dit: «C'est peut-être encore plus important que que ce que je pensais». Parce qu'en fait, on n'est pas la personne qui vit directement, la maladie ou le handicap. Mais
sans dire qu'on le porte tout autant parce que quand même non. On en porte quand même une bonne partie. En tant qu'aidant, on accompagne de A à Z, c'est nous tout le temps. Le répit en fait, il y en a pas, c'est l'aidant tout le temps. Donc je dirais que c'est quand même la personne qui porte tout ce que l'aidé ne peut pas porter, c'est l'aidant qui porte. Donc j'entends que toi là, lorsque tu étais professionnelle, tu avais cette sensibilité à être vigilante et à accompagner à la fois la personne, le patient et à la fois son aidant. Est-ce que tu as la sensation d'avoir, reçu aussi ce soin? Alors, je m'estime chanceuse de ce côté-là, parce que pas tout au long du parcours, au début, j'avoue qu'au niveau à la réanimation, tout ça, bon, pas forcément, mais en même temps, son état était tellement critique que je comprends complètement. Par contre, j'ai de la chance, contrairement à beaucoup, je pense, parce que quand il est arrivé au centre de rééducation, où il a été, du coup hospitalisé pendant plusieurs mois et où il est encore suivi, régulièrement, aujourd'hui, on est tombé sur un super médecin, une superbe équipe, mais un super médecin en particulier qui si un jour, tombe sur ton podcast, se reconnaîtra automatiquement, qui elle, a fait attention. Elle me demandait régulièrement, comment ça allait, et je savais que c'était pas, comment lui, il allait. C'était de moi qu'elle parlait. Elle me glissait souvent des petites phrases, «Il faut faire attention à vous, Elsa, il faut pas penser qu'à lui, faut faire attention à vous aussi, ça serait bien que vous aussi vous preniez un peu de temps pour vous», toujours les petites phrases, comme ça, à mon égard et son médecin traitant. Son médecin traitant, de suite, tout le temps est compatissante, je l'ai vu rien que dans son regard à chaque fois et à chaque fois qu'on se voit, pour des rendez-vous de contrôle ou quoi, elle a toujours, ce petit mot ou cette petite phrase de: «Et vous? Et vous, comment ça va?» Donc et je sens que c'est sincère. C'est pas juste, le ça va qu'on et on espère que la personne elle va passer devant nous et continuer sa route. Non, ça attend vraiment une réponse. Donc moi je m'estime chanceuse. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et que c'est encore rare quand même. J'avais des frissons sur, ce que tu partageais de ce premier médecin. Si jamais, tu as envie de lui partager ce podcast, elle est la bienvenue. J'ai quelqu'un dont je suis assez proche qui est en train d'accompagner la fin de vie de sa maman et donc qui est aidante et je trouve qu'il y a quelque chose de délicat dans la posture parce qu'à un moment, on porte énormément au point parfois de perdre de vue ses propres besoins. Comment tu as composé avec la voix de la professionnelle de santé qui sait que tu as besoin de sommeil, que tu as besoin de manger, que tu as besoin de t'hydrater, que tu as des besoins à honorer et l'aidante qui fait ce qu'il faut dans une situation, de crise? Alors je vais pas te mentir, la première année, j'ai j'ai été aidante à 100 et et la professionnelle, ce qu'elle en pensait, je m'en préoccupais pas. Non, en fait, sur le coup, je pense que la première année, je me suis même pas rendu compte que j'étais aidante. En fait, j'ai même pas mis je mettais même pas ce mot-là, parce qu'en fait, bah, quand ça te tombe dessus, alors oui, tu as le choix de rester, partir, hein, ça y a pas de souci, mais à partir du moment où tu décides de rester, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu portes ce qu'il y a à porter, tu agis comme il faut agir, en fait, c'est comme ça. Tu réfléchis pas, en fait, c'est instinctif, ça se fait tout seul. Et donc j'ai pas forcément, je me voyais pas forcément comme aidant, donc je me disais pas forcément, «Attention, tu sais que souvent les aidants, ils flanchent, tout ça». Je me mettais pas ces warnings là, à ce moment-là et du coup, on va dire que la première année, j'ai pas forcément pris soin de la femme, sous l'aidante. J'ai fini par réaliser quand effectivement, quand je me regardais, alors ça peut paraître cliché, mais quand je me regardais dans le miroir et que je me disais: «Ouf, mais qui est-elle?» C'est pas moi, parce que j'ai beau être quelqu'un d'hyper jovial qui même dans cette période-là, hein, il fallait que je sois un peu le soleil de tout le monde, hein, donc je restais, comme j'étais, mais j'avais plus cette, on va dire cette lueur, peut-être dans les yeux et en fait, quand je me regardais, je me disais: «Oui, la femme qui est dans le miroir, on l'a totalement laissée à l'abandon, en fait». Puis petit à petit, ça a fait son chemin où, je me suis dit: «Est-ce que, bah, celui qui est mon mari aujourd'hui appréciera de se rendre compte de ça, quand il aura la possibilité?» Parce que c'est vrai que la première année, c'était encore, très compliqué au niveau cognitif. Mais, je me disais: Est-ce qu'il appréciera de voir ça?» Je suis pas sûre et est-ce que c'est ce que je veux montrer à ma fille? Je suis pas sûre non plus. Parce que, il y a quelque chose que j'ai compris de primordial, depuis que j'ai compris que j'étais aidante, c'est qu'on oublie bien souvent que sous un aidant, il y a l'humain. L'humain,
il a beau, se mettre de côté le plus possible pour, aider au maximum la personne, qui partage sa vie ou de plus proche ou plus éloigné. En fait, on peut pas prendre soin des autres complètement si on ne prend pas soin de nous d'abord. Et ça, je le savais déjà. C'est une des phrases que je répétais aux aidants qui accompagnaient du coup mes patients. Et en fait, un jour, je me la suis dit à moi. Je me suis dit: «Mais en fait, sous l'aidante, il y a la femme qui est toujours là, il y a la maman, il y a la compagne, je ne suis pas que son aidante, je suis sa compagne. Et en fait, je me suis dit: «Mais comment je peux continuer à prendre soin de lui, à lui donner envie de se battre et cetera si du coup moi je me perds là-dedans?» Ça a fait son chemin. Bah, j'ai commencé à moins culpabiliser parce qu'en fait, si je prenais du temps pour moi, même si c'était, 10 minutes, je culpabilisais. Parce que peut-être ces 10 minutes-là, j'aurais pu les passer à l'aider à faire quelque chose ou à lui apporter, je sais pas, à manger, à boire. Et en fait, petit à petit, je me suis détachée de ça et je me suis dit: «Bah non, en fait, j'ai besoin aussi de ma bulle, j'ai besoin de pouvoir, souffler, même si c'est juste 10 minutes dans une journée, en fait». Et petit à petit, je me suis mis à moins culpabiliser de le faire, parce que j'ai compris que c'est ce qu'il fallait si je voulais tenir sur la longue. Parce que ça va durer longtemps. J'espère bien d'ailleurs. Bah, si je m'oublie moi, dans quelques années, je pourrai plus. Donc en fait, ça a mis, on va dire, une petite année à ce que ça s'imprime en moi, mais ça s'est imprimé et j'ai compris que oui, sous les dents, c'était important qu'on reconnaisse qu'il y a l'humain et que l'humain, il a sa place. Il a sa place pour, des fois exploser de colère, il a sa place pour avoir peur, il a sa place pour pleurer. C'est pas parce qu'on porte énormément de choses et qu'on porte des fois une personne, même à bout de bras, qu'on n'a pas le droit d'être une personne nous aussi. Je trouve ça fondamental ce que tu déposes parce que donc tu as à la fois accompagné des aidants et tu les accompagnais alors qu'ils vivaient quelque chose d'une forme de miroir de ce que toi tu vivais aussi, c'est ce que tu nous as partagé et que tu as eu besoin de cheminer pour intégrer que c'était aussi ton rôle. C'était aussi la posture que tu avais. Ça, je trouve ça fondamental parce que ça veut dire que à aucun moment tu as l'espace de t'en rendre compte et que ça prend du temps. C'est comme si tu avais un tas d'informations en lien avec la professionnelle et la sachante de OK, bah, quand on est aidant, on a besoin de considérer la personne, on a besoin de lui rappeler qu'elle a des besoins justement, qu'il faut qu'elle s'écoute et tout ça. Mais que ça, c'est possible qu'une fois que tu te reconnais cet état-là et que tu as l'espace, je crois, ou la possibilité d'avoir suffisamment de présence à toi pour dire: «Oh, mais en fait, oui, bah, c'est ma place aussi». Une fois que tu es dans le processus, une fois que tu as intégré ça, c'est tout ce que, tu as appris, tout ce que tu partages, tout ce que tu diffuses, le temps que ça s'intègre, que tu puisses l'incarner et te l'approprier. Donc je trouve que ça a beaucoup de sens que tu le déposes parce que comment on fait, en fait, si on n'a pas l'information qui est la base, tu vois? C'est quand même complètement essentiel. Donc merci pour ça. J'avais plusieurs questions, mais si j'en ai une, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait que est-ce que tu te souviens le jour ou le moment où tu te dis: «Mais OK, moi aussi je suis aidante»? Je pense que le moment où je m'en suis vraiment rendu compte et que j'ai commencé à me considérer comme telle, c'est quand au travail justement c'est devenu compliqué parce que la fameuse barrière professionnelle qu'on nous demande de mettre, il y a certaines situations où j'arrivais plus à la mettre. Parce que, en plus, ben, voilà, c'est tombé sur la période où depuis ça faisait plusieurs années que j'étais là et c'était la première fois que j'avais autant de retours, post-AVC et beaucoup hémiplégie, aphasie, troubles cognitifs, les séquelles de mon mari. Et en fait, il y a des familles que du coup j'accompagnais où les aidants craquaient, me disaient, «Vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile». Et en fait, je me suis dit: «Ben si, si, je me rends compte». Peut-être que il y a eu des fois où on m'a déjà dit ces phrases-là et je disais: «Bah, effectivement, non, je ne peux qu'imaginer», mais je me rendais pas compte. Et là, en fait, je disais: «Ben, si». Et en fait, on part du principe que, on mélange pas le professionnel, le personnel, donc notre vie privée, on la garde pour nous et cetera. Mais là, c'est difficile quand quelqu'un te dit ça et que tu as les larmes qui montent tout de suite, parce que c'est encore récent quand même et que tu te dis: «Bah, si», parce que c'est ce que je vis tous les jours à la maison depuis quelques mois, quoi. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à comprendre parce que, ben
En fait, je ressentais, mais beaucoup plus fort qu'avant, tout ce que les aidants, en fait, me remontaient et c'est pareil, la culpabilité, la détresse des aidés, je la voyais dans le regard de mon mari, en fait et dans ses mots, enfin, dans ce qu'il me faisait comprendre, qu'il voulait pas que je porte ça, que j'étais trop jeune pour cette vie-là et cetera et du coup, c'est là où dans ma tête, je me suis dit: «Ah oui, en fait, aujourd'hui, oui, j'ai 27 ans et oui, c'est aujourd'hui, j'ai cette place-là». Je suis la professionnelle qui accompagne, mais je suis aussi, en fait, l'aidante qui vit la chose similaire à ce que mes patients et leurs aidés, vivent. J'aimerais bien que tu reviennes sur le moment où c'est plus tenable pour toi de travailler en qualité d'infirmière. Est-ce que tu te souviens de cette transition et de la décision, en fait? Aujourd'hui encore, j'aime mon métier d'infirmière, hein. Je le resterai toujours. Il y a une part de moi qui sera toujours infirmière et c'est juste qu'en fait, j'ai été, arrêtée 5 mois après, l'AVC du coup, pas tout de suite, mais quand mon mari rentre à la maison. Parce que du coup, il est rentré, à la maison un peu du jour au lendemain et on n'avait aucune aide, il y avait rien, il était pas autonome et du coup, bah, c'était pas possible. Enfin, moi, je pars toute la journée, c'était juste pas possible de le laisser tout seul. Enfin, l'arrêt de travail s'est imposé et j'ai été en arrêt 5 mois et en fait, je suis retournée travailler avec, d'un côté, le plaisir de retrouver cette partie-là parce que j'aime mon travail, j'aimais mon travail. Le fait que, bah, en fait, je me suis rendue compte que c'était plus compatible. Un petit peu quand même parce que du coup, la barrière avec certaines situations, qui étaient très semblables à la nôtre, c'était compliqué de la tenir. Et je sais qu'en tant qu'infirmière, on aurait pu me le reprocher. Il y a aussi le fait que je ne jette pas la pierre à mon ancien employeur, hein, mais aujourd'hui, il faut être honnête, heu, la société, les aidants, elle les a pas encore inclus. Elle les prend pas en compte et j'étais dans un métier de soins où je prenais soin des autres, et sauf qu'en fait, ma place d'aidant, elle y était pas du tout. C'est-à-dire que quand on m'appelait, pour me décaler des rendez-vous de mon mari, au dernier moment, alors que, bah, moi, enfin, du coup, il fallait poser des jours, des heures, c'était pas possible, en fait. Enfin, mon employeur ne pouvait pas entendre ça. Quand on m'appelait pour me dire, «On est en train d'hospitaliser votre mari, à tel hôpital, machin», enfin, toi, tu en pleine réunion, t'es là ou alors ou tu en soins, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux pas tout lâcher? Enfin, donc en fait, c'était plus compatible. Ça s'est imposé en fait, c'est que c'était plus compatible et aussi pour ma fille parce que du coup, j'avais peur qu'en fait en me perdant dans ce rythme-là, à essayer d'être bonne partout, en fait, j'en arrive plus à suivre sur certains pans et donc peut-être mon rôle de maman et ça, c'était pas possible. Ça s'est imposé à ce moment-là où je me suis rendue compte que, bah, j'avais beau prendre soin, des gens dans mon boulot, ma place d'aidant faisait que moi, je n'y avais plus ma place en fait. Est-ce que tu as fait le deuil de ta profession d'infirmière? Alors, je sais pas si je dirais que j'ai fait mon deuil parce que j'ai pas fermé la porte. J'ai pas fermé la porte parce que, bah, ce métier-là, je crois que je l'ai en tête depuis que j'ai quoi, 14 ans. Direct après mon bac, je suis rentrée à l'IFSI, j'ai fait mes études et mes 3 ans et j'ai été diplômée. J'ai pas eu à réfléchir, ça s'est un peu imposé à moi, même si autour de moi, pas grand monde a compris pourquoi infirmière à l'époque. Peut-être déjà encore aujourd'hui, je sais pas. Mais je pense que j'ai pas fermé la porte dans le sens où je me dis: «Pourquoi pas si dans quelques années, en fait, je suis encore jeune, j'ai 30 ans aujourd'hui, peut-être que dans quelques années, mon mari ira mieux, j'espère. On fait tout ce qu'il faut pour et quand mes filles seront plus grandes et que le rythme, on va dire, sera un peu moins dense, je me dis que pourquoi pas? Je le retrouverai pas à temps plein, ça c'est sûr, mais pourquoi pas? De temps en temps, je me ferme pas la porte. Tu as opéré tout un chemin de transformation en parallèle de l'accompagnement de ton mari. Il y a plein de choses que tu as transformées à l'intérieur de toi. Est-ce que tu peux nous parler de cet état de cheminement intérieur et de ce que ça t'a permis de transformer? Et ce qui m'intéresse là, c'est vraiment le processus que toi tu as opéré et la transformation de la femme avec, bon, l'ouverture à d'autres chemins qui se sont peut-être eux aussi imposés d'ailleurs. En fait, j'ai compris une chose, pas forcément qu'avec l'AVC, mais avec ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai compris une chose, c'est que c'est un truc qu'on maîtrise pas, c'est la vie. On m'a dit il y a pas si longtemps que ça, tout est juste. Alors c'est pas facile à accepter, clairement, mais je me suis dit, en fait, peut-être que c'est vrai. Peut-être que tout a une raison. Il ne faut pas chercher forcément la raison, médicale, on va dire, que même médicalement tout ne s'explique pas. Peut-être que chaque épreuve de la vie, en tout cas moi je préfère le voir comme ça, c'est que chaque épreuve que la vie elle a mis sur mon chemin, malgré la souffrance que ça a pu me causer, à certaines périodes, je préfère partir du principe que chaque épreuve, je peux en faire quelque chose. Je peux apprendre,
je peux transformer, je peux transmettre et en fait, là, l'AVC, c'est vrai que il a quand même chamboulé notre vie à 360°. Là, ça a vraiment été l'épreuve, je sais pas si c'est l'épreuve ultime, j'en sais rien, mais c'est quand même l'épreuve, c'est bien costaud, qui a remis beaucoup de choses, en question, qui a bouleversé notre vie et en fait, j'ai décidé de ne pas m'arrêter à ça, de ne pas faite pour survivre, moi. Je suis faite pour vivre, clairement. J'aime trop la vie. Je veux pas passer à côté, même si j'ai mon lot de souffrances, mon lot de je passerai pas à côté. C'est trop important et elle tient qu'à un fil. Vraiment, là, ces dernières années, on me l'a beaucoup rappelé, donc je l'ai compris, hein. Si jamais je peux dire quelque chose à la vie, c'est que c'est bon, j'ai intégré. C'est pas la peine d'en mettre d'autres sur ma route, j'ai intégré. Mais je me dis: «C'est pareil, si cet AVC est arrivé à ce moment-là, peut-être que c'était pour qu'on le transforme en quelque chose de plus grand. Peut-être que c'était aussi pour que je fasse, alors là, je le transpose sur moi, mais parce que je peux pas parler à la place de mon mari, bien évidemment. Mais moi, en tout cas, je l'ai vu comme un virage dans ma vie à moi aussi et je me suis dit, bah, je vais oser faire ce que potentiellement j'aurais pas osé de base. C'est-à-dire que, bah, mon chemin d'infirmière, tout ça, j'étais calée, hein, ça roulait, hein, j'étais dans mon entreprise depuis plusieurs années en plus, enfin, clairement ça roulait et puis du coup là, c'était plus compatible, je me suis lancée dans des projets qu'à la base, je pense que je n'aurais jamais osé imaginer. Aujourd'hui, j'ai quitté le salariat, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Ça, on m'aurait dit il y a quelques années, j'aurais rigolé. J'aurais dit: «Oui, dans des rêves peut-être, mais pas en vrai, en fait». Jamais j'aurais le cran de partir et de me lancer dans l'inconnu, en fait. J'ai déjà fait un saut en parachute, mais là, c'est là, c'est du c'est encore plus sensationnel, quoi. Les premières années, mon boulot, c'était ma stabilité parce que c'était la seule chose, à laquelle on pouvait se rattacher, sachant que, ben, aujourd'hui, mon mari ne peut plus travailler. Donc même financièrement, j'étais la seule je suis toujours la seule stabilité. Donc au début, je me suis dit: «Bah non, en fait, enfin tu tant pis, enfin c'est pas compatible, bah, tu te débrouilles, tu t'oublies, tu fais comme tu peux, mais tu survis comme tu peux, mais tu vas» et puis en fait, on a un petit miracle qui est rentré dans notre vie. Je suis tombée enceinte de notre fille et là, ça a tout chamboulé aussi, mais dans le bon sens cette fois. C'est que je me suis dit: «Alors cet enfant, clairement, c'est le soleil qui veut revenir dans notre vie. Enfin, je vais pas rester dans la survie, en fait, parce que c'est pas ce que je veux pour mes enfants, c'est pas ce que je veux pour nous». En fait, l'AVC, il nous a privés de beaucoup de choses. Il a mis fin à des projets, il a mis fin à des passions, mais il nous a pas tout pris non plus. Parce que je pense qu'il a rendu notre amour encore plus fort, parce que si on a survécu à cette épreuve-là, en sachant que ça faisait en plus peu de temps qu'on était ensemble, c'est qu'on savait que ce qu'on partageait, c'était vrai, c'était fort, tous les 2. Et de pouvoir réussir à avoir notre fille dont on rêvait, mais qu'on s'était dit: «Bon, bah, ça va peut-être être plus compliqué que prévu». Et en plus, malgré, les commentaires, qu'on a eus, quand on a un peu dit qu'on aimerait avoir un enfant quand même. Quand elle est arrivée, enfin quand je suis tombée enceinte, là je me suis dit: «Bah, ça va pas être possible en fait. Je vais pas continuer à survivre». Donc non, mon métier d'infirmière aujourd'hui, c'est plus compatible parce que, bah, on fait pas de place aux aidants en fait, dans la société, dans le salariat tout ça, on leur fait pas de place. Bah, je vais prendre ma place ailleurs, tout simplement et c'est là que j'ai changé de trajectoire, au niveau, professionnel et en fait, ça m'a libérée. Ça m'a libérée de plein de choses parce que j'ai retrouvé, ou j'ai trouvé pour la première fois, je sais pas, la Elsa avec qui je suis vraiment alignée, la Elsa où je sens que ça vibre, vraiment, en moi et en fait, c'est ça que je me dis, c'est que malgré les épreuves, si on arrive à les transformer et à en faire quelque chose de beau, bah, du coup, c'est nous qui avons gagné. On n'est plus dans la survie, on est dans la vie. À travers ce que tu me partages, moi j'entends, beaucoup le processus de création. Le processus de création, c'est à la fois, cette énergie du féminin, cette énergie du masculin et la vie dans les projets et à quel point c'est bien parce que tu as été en capacité d'observer, de constater qu'il y avait un chemin qui répondait plus à ce qui était possible pour vous, qu'il a fallu faire l'espace et accepter que ça allait se transformer et accepter de créer une nouvelle voie. Peut-être une voie d'ailleurs qui te rapprochait finalement de toi un peu plus. C'est ce que j'entends quand tu dis que c'est ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et c'est ô combien, peut-être aussi cette dimension de créer quelque chose d'autre
te ramène à tes valeurs? Parce que tout à l'heure, tu disais, c'était un peu perdu, tes valeurs dans le domaine, de la santé et de l'accompagnement quand tu étais, infirmière. C'est quoi tes valeurs aujourd'hui et comment elles s'expriment dans ton quotidien? Mes valeurs, c'est l'humain avant tout, la vie, la bienveillance. Je me retrouvais plus dans un milieu où en fait, il fallait prendre soin quand on prenait plus soin de nous. Pour moi, en fait, prendre soin des autres, alors c'est ce qui m'anime, hein, depuis toujours, mais j'ai besoin de sentir que j'ai ma place aussi là-dedans. Aujourd'hui, en fait, je pars du principe que je vais là où je sens que j'ai ma place, là où je vais être, accueillie comme je suis. Je ne me transformerai plus pour personne, je ne deviendrai plus quelqu'un d'autre, pour plaire, pour être aimée, comme je l'ai déjà fait auparavant. Je veux que ça soit vraiment, du vrai. En fait, je me suis rendu compte aux périodes, coup sur coup, 2021-2022 où j'ai vécu, des choses assez dures, bah, qu'en fait la vie, elle avait peut-être fait exprès parce que c'est dans ces moments-là où, je me suis rendu compte que j'avais au final peu de personnes autour de moi, mais par contre, elles ont été génialissimes, pour m'accompagner, tout du long en fait dans ces épreuves-là. Je peux les compter sur les doigts d'une main, mais par contre, j'ai pas eu à demander en fait. Elles ont été là entièrement. C'est pareil, elles se reconnaîtront, hein. Mais aujourd'hui, ouais, je vais plus là où je sens que ça vibre pas en moi. J'ai changé là-dessus aussi, que ça plaise ou pas, j'ai envie de dire. Me respecter moi, c'est respecter les autres et c'est leur apprendre à se respecter eux-mêmes. C'est fou comme tout ce que tu partages depuis le début de cette conversation, ça me parle de la, de la nuance entre savoir quelque chose et l'incarner. Je trouve que ça fait beaucoup de sens avec la cohérence, avec l'authenticité, aussi des valeurs qui résonnent avec le projet de Heal the World. Et je me disais, à la lumière de celle que tu es aujourd'hui, donc cette femme qui décide d'incarner ce qu'elle est et ce en quoi elle croit, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager à cette jeune femme que tu étais? De quelle façon est-ce que la femme aujourd'hui que tu incarnes, elle considérerait et elle soutiendrait cette version de toi? Ah, c'est pas facile ça. Ah, cette jeune femme-là, j'aimerais la prendre dans mes bras clairement. J'aimerais la serrer fort et lui dire qu'elle a raison d'y croire, qu'elle a raison de garder, toute son humanité et tout son côté, solaire, même malgré, toutes les épreuves et que sa vision des choses, elle l'emmènera à voir encore plus grand et j'aimerais lui dire qu'en fait, c'est pas parce qu'elle dérange certaines personnes, même des personnes proches, hein, qu'il faut qu'elle se bride, qu'il faut qu'elle s'oublie et qu'elle joue à être quelqu'un d'autre parce qu'elle a toute sa place et qu'en fait la vie elle est trop précieuse pour ne pas la vivre pleinement. Être soi, ça n'a pas de prix et je dirais que face à n'importe quelle épreuve, même si des fois on a l'impression qu'on va pas on va pas y survivre, si on y survit, qu'il faut toujours, garder le positif, se dire: «Qu'est-ce que j'en fais? Cette épreuve-là, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux la transformer?» Comment je peux la transformer, la transmettre? Peut-être je peux aider les personnes qui seront à ma place, plus tard, pour qu'eux ne passent pas par tout ce par quoi je suis passée, parce que des fois des choses peuvent être évitées. Je lui dirais de s'accrocher à ses convictions et et de se faire confiance parce qu'elle a les réponses en elle. Je pense à une conversation que toi et moi on a eue en off à propos de la transmission et de l'écriture. Ah oui, c'est vrai que je t'ai confié ça. Et je me demande si tu serais d'accord pour nous confier, dans cet espace, peut-être ce projet qui est, vivant en toi, sans pression aucune, sans injonction, sans quoi que ce soit, mais savoir si tu as envie de nous faire l'honneur de le déposer ici et de qu'on puisse l'ancrer et propager, sa fréquence, les possibilités qui sont en lien avec ce projet-là ou pas? Oui, bien sûr. Merci. Oui, alors ce projet dont je t'ai parlé, en fait, sur le coup, il est né de quelque chose que je faisais pour moi et pour mon mari uniquement. Quand il a fait son AVC, assez rapidement après, sur le coup, je sais pas pourquoi, mais je me suis mis,
à taper sur mon ordinateur, les résumés, on va dire, des journées qui passent. Parce que je me disais, en fait, pour lui, c'est comme si le temps s'était arrêté. Même quand il s'est réveillé dans une situation où, bah, clairement, il devait tout réapprendre à faire, se reconnaissait plus, enfin, c'était difficile. Et en fait, je me suis dit: «Quand tout ça serait passé et que ça ira mieux», parce que moi je suis profondément confiante là-dessus, bah, en fait, il aura eu l'impression de louper tout un pan, en fait, de la vie qui a continué à défiler. Je mettais par écrit toutes les, on va dire, les petites étapes de chaque jour. Que ça soit, lui au niveau de ses avancées, à l'hôpital, au niveau de ses récupérations, que ça soit au niveau de ce qui se passait dans la vie, enfin moi, que ce soit au travail ou dans la vie, ma fille dont il est très proche. Je lui racontais un peu tout et en fait, du coup, j'écrivais chaque jour et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien à moi. Ça a été un peu ma thérapie. J'avais l'impression de déposer un peu, en fait, parce qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'avec mon mari, c'est quelqu'un qui communique énormément, qui communiquait énormément. J'avais même du mal au début de notre relation parce que moi j'étais pas habituée à ça et du coup des fois c'était lourd pour moi. Hem Et là en fait, bah, je me suis retrouvée du jour au lendemain où il parlait plus. Au final, ce côté-là où je m'étais habituée à vraiment à ce qu'on puisse parler pendant des heures et tous les jours et bah, là j'avais plus et du coup de faire ça, bah, je ç ça déposait un peu certaines choses que je garde en moi, bah, là je les écrivais et du coup je faisais comme un journal intime en fait. Chaque jour qui passait, j'écrivais. Je sais plus trop comment ça s'est transformé dans ma tête. Mais à un moment, je regardais toutes ces pages et je me suis dit que peut-être je pourrais voir un peu plus loin. J'ai senti, un appel, du profond de mon ventre et quand ça fait ça, généralement, ça ne ment pas. Où je me suis dit: «Tu vas te servir de cette épreuve-là pour faire quelque chose, pour aider, des gens si ça peut les aider». Parce que quand il a fait son AVC, donc j'avais 27 ans, j'étais infirmière, oui, mais être infirmière, ça aide pas forcément, en fait. Même quand on passe de l'autre côté, ça empêche alors oui, on a des connaissances, hein, donc il y a des choses que les médecins n'ont pas besoin de nous traduire et cetera, on comprend. Mais par contre, ça empêche pas la douleur, ça empêche pas, de se retrouver dans une voiture et de fondre en larmes, sans savoir l'arrêter, ça empêche pas d'avoir peur et à ce moment-là, j'ai cherché des livres sur, des aidants jeunes. Alors j'ai trouvé plein de livres qui étaient écrits par des personnes qui elles-mêmes avaient fait un AVC, ce qui est super encourageant parce que ça veut dire qu'ils ont été dans la capacité à l'écrire, donc c'est génial. Sauf que je me suis dit: «Mais l'aidant dans tout ça, du coup, il est où? La parole de l'aidant, elle y est pas et encore moins l'aidant jeune». Parce que c'est vrai que souvent, les aidants sont plus âgés, sont dans une vie alors plus forcément active au point d'avoir des enfants en bas âge, un travail à 100 à l'heure et cetera et en fait, je me suis dit: «J'aurais voulu avoir un livre» parce que moi, j'ai toujours comme ça, je suis toujours avec des livres dans mon sac. J'aurais voulu pour avoir ce «témoignage-là» entre guillemets, de quelqu'un qui était passé par là jeune et de voir en fait que, bah, comment ça peut évoluer et cetera, de voir ce qu'il avait traversé, comment il a géré ça auprès de ses enfants jeunes et cetera et j'ai pas trouvé et du coup, je me suis dit: «Bah, si j'ai pas trouvé, peut-être que je peux le faire moi-même, peut-être que je peux l'écrire moi-même» et j'ai senti l'appel dans mon ventre qui me disait: «Oui, vas-y, c'est ce que tu dois faire» et je me suis dit: c'est ça me fait peur, c'est que généralement, il faut y aller» et du coup, j'ai commencé à rédiger un livre sur le choc de l'annonce et ensuite tout ce qui se déroule, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai traversé avec lui, bien sûr. Tout ce que j'ai pu ressentir où en fait on peut se sentir un peu honteux de se sentir comme ça, mais en fait on est juste humain, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'en avoir marre des fois. Enfin c'est humain en fait et à 27 ans quand il y a quelque chose comme ça qui tombe dessus, bah, c'est pas facile tous les jours et on a le enfin personnellement je l'assume et en fait je me suis dit: «Moi j'aurais aimé pouvoir lire ces mots de quelqu'un d'autre pour me dire: "Je peux y arriver, ça peut marcher, je peux m'en sortir, je peux, ne pas rester dans la survie et cetera"». Parce que je pense que c'est aussi le danger, c'est que beaucoup de personnes après ce genre d'événement-là, partent du principe qu'ils vont survivre, en fait. Sauf qu'en faisant ça, on passe à côté de la vie parce que la vie ne s'arrête pas après alors, elle peut, mais si la vie ne s'arrête pas après un AVC, une maladie ou et cetera, bah, c'est qu'elle mérite encore d'être vécue et au contraire, il faut la vivre. Donc en fait, c'est tout ce que je veux transmettre et les questionnements par lesquels j'ai pu passer, tout ce que je peux vivre en tant qu'aidante, qui n'est pas forcément reconnue parce que la place dans la société, elle est tellement petite de l'aidant qu'en fait, bah, c'est pour ça que peut-être moi j'ai mis un an à reconnaître que je l'étais parce qu'en fait, dans la société on n'en parle pas et rien n'est fait pour les aidants. Aujourd'hui, on est en 2026 et en fait, il y a eu des avancées, hein, je dis pas, hein, mais en 2026, ça rame encore un peu beaucoup et du coup, c'est tout ce que je veux mettre par écrit
et ce que je veux pouvoir transmettre à des personnes qui, potentiellement, bah, vivront la même chose que moi, peut-être dans quelques années. Alors je souhaite à personne, hein, mais malheureusement ça m'est arrivé à moi, je sais très bien que ça arrive tous les jours. Donc je me dis que peut-être, ce que moi j'ai pas trouvé à cette époque-là, quelqu'un pourra le trouver, dans mon livre et quelqu'un pourra se dire, bah, si elle l'a fait, si elle a ressenti tout ça et qu'au final, bah, elle a réussi à dépasser ça, peut-être que je peux le faire aussi. Peut-être que ça les aidera à se sentir moins seules aussi, parce que des fois je me suis sentie seule en tant qu'aidante jeune, parce que quand on va sur des pas des réunions, mais des endroits pour aidants, bah, généralement, il y a pas de jeunes. Alors que je pense qu'on est plein, mais en fait on est dans l'ombre et on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on se dit que, bah, c'est pas notre place de se montrer, en tant qu'aidant jeune. Il y a pas de place à prendre ou pas à prendre, en fait, on l'est et c'est comme ça, ça fait partie de nous, c'est pas grave, en fait. Pareil, il y a un autre volet sur le fait que là, c'est plus centré sur l'AVC. L'AVC, il touche le cerveau, Mmh. qui est une des choses les potentiellement les plus belles du corps, mais aussi les plus complexes. Et en fait, certaines séquelles peuvent être vraiment difficiles à vivre au quotidien. Et j'ai connu des couples qui n'ont pas survécu à ces événements-là parce que les séq sont devenus ont pris une place trop importante, en fait, dans le couple. Et je pense que c'est là un manque, alors je dirais pas forcément du personnel médical, mais je jette la pierre à personne, mais moi, il y a plein de choses qu'en fait, on m'a pas expliquées, qui arrivent que mon mari, traverse des fois encore aujourd'hui, 3 ans et demi après, où je reste toujours un peu, waouh, j'accuse, OK, c'est violent et en fait, on m'a pas expliqué parce que je pense que pour le personnel médical, ça fait partie des séquelles, c'est comme ça et sauf que quand tu comprends pas, tu as l'impression que c'est dirigé contre toi, alors qu'en fait non. C'est juste que effectivement, les personnes qui vivent ce genre de traumatisme, des fois, par moment, surtout si une partie du cerveau a été touchée, celle qui ne contrôle plus le raisonnement, il y a plus de gestion des émotions, de l'humeur. Il y a des idées fixes qui arrivent. Lui, c'est le lobe gauche, qui a été touché et c'est ça. Et en fait, j'avais beau le savoir en tant qu'infirmière, bah, il y a des fois des situations où je me suis dit, «Waouh, mais en fait, c'est moi qui fait qu'on en est là, c'est moi qui j'arrive pas à gérer, qu'est-ce que» et en fait non, pas du tout. Quand j'ai cherché, même en étant infirmière, hein, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai posé des questions et là, du coup, j'ai obtenu mes réponses, mais je me dis quelqu'un qui reste dans l'ombre et qui reste avec: «C'est à cause de moi», bah, forcément le couple il peut pas survivre, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'on vit des choses merveilleuses, mais on vit des choses très dures au quotidien et en fait, c'est toujours l'aidant qui prend, parce que c'est l'aidant qui est là tout le temps. Ou pour ceux qui vivent pas avec, c'est celui qui est là la majorité du temps. Donc en fait, c'est forcément l'aidant qui prend toutes les montagnes émotionnelles. Et sauf que, bah, c'est dur de savoir quoi en faire des fois. Et c'est dur de pas se laisser, soi-même emporter dans ces tempêtes-là émotionnelles. Et donc en fait, c'est tout ce que je veux transmettre à travers ce livre, parce que j'ai connu trop de couples, oui, qui n'ont pas tenu parce que l'aidant n'a pas été entendu, n'a pas compris, n'a pas osé parler peut-être, et du coup s'est senti tellement seul, et démuni que, il a préféré baisser les bras. Alors que vraiment, il y a des belles choses qui peuvent se vivre même après, ce genre de traumatisme-là. Et c'est ce que je veux transmettre, que la personne n'est pas seule. On est d'autres à avoir vécu ça et à le vivre quotidiennement, même des jeunes. Ça arrive, malheureusement beaucoup plus fréquemment que ce qu'on croit. Et en fait, voilà, à travers mon livre, j'aimerais transmettre ce que moi j'aurais aimé qu'on me transmette quand ça m'est arrivé du jour au lendemain, sans prévenir. Merci beaucoup pour ton partage. Ce que je te propose, c'est de dire dans quelle mesure est-ce qu'on peut te suivre et suivre l'avancée de ce projet parce que à la fois il est très concret et en même temps il est pas encore, accessible, Non, non. dans la matière. Mais c'est aussi pour, peut-être te permettre de sentir à quel point, il est déjà là ce livre. Effectivement, oui, non, il est en cours d'écriture. Du coup, il y a eu une grossesse entre-temps, il y a eu l'entrepreneuriat, beaucoup de choses qui remplissent mes journées. Donc je l'ai pas abandonné, mais il met un peu plus de temps que prévu. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai ouvert un compte, public, hein, sur Instagram. C'est oli.vitalité. Je me suis lancée dans une activité de bien-être et d'esthétique, mais en même temps, je voulais créer un univers, en fait. Je voulais pas que, ma page soit seulement, on va dire, la vitrine de cette activité-là. Je voulais que ça soit un univers où je parle, en fait, où je suis moi, de mon côté maman, de mon côté femme, de mon côté entrepreneur, de mon côté, aidante. Je parle de résilience aussi parce que je pense, pouvoir dire que je suis résiliente et si je peux aider les personnes, qui flottent un peu et qui savent pas trop,
comment s'en sortir dans certaines situations, ben, c'est aussi ce qui m'anime aujourd'hui et donc en fait, j'ai créé un univers donc Olé Vitalité, c'est mon bébé, un univers où je mélange tout ça et en fait, tout ce mélange-là, c'est juste moi. Si on doit définir, c'est moi dans toutes mes facettes. Je suis multipotentielle, j'ai des idées qui me passent par la tête, par millions et chaque, projet que j'aurai, il passera toujours par, Olé Vitalité. Donc mon livre, bien entendu, quand si un jour il voit le jour, il sera visible, sur, sur ce compte-là, c'est sûr. Je me ferai un plaisir de repartager cet épisode et de partager cette actualité le moment venu, quand ce sera, voilà, juste pour lui, pour toi. Merci C'est infiniment bon. pour ta présence, chère Elsa. Merci à toi pour ton accueil. Avec grand plaisir, je vous invite à laisser un commentaire si l'épisode avec Elsa vous a touché. Si vous-même, vous traversez l'expérience, d'aidante et que vous avez besoin de déposer ce que vous vivez, que vous voulez simplement un moment pour vous sentir, peut-être, vu, entendu. Voilà, sachez que je vous lirai avec attention et puis que je diffuserai les messages à Elsa s'il y en a.